te laisse te présenter et raconter qui tu es, d'où tu viens, tout ça. En 2 mots, je suis quelqu'un de normal, un peu montagnard quand même, je suis accompagnateur en montagne. Je suis ingénieur, j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle dans l'industrie. Et puis à l'âge de, je sais pas, 50 ans à peu près, j'ai décidé que ça fait 25 ans d'industrie, ça allait bien. Et donc je suis devenu directeur général de Liber Trekking, que j'ai dirigé pendant une dizaine d'années. Et puis les objectifs étant atteints, on a vendu la société et voilà. Donc j'ai pu passer j'allais dire le dernier volet de ma vie, non, peut-être pas. Enfin le dernier dans la chronologie. Donc l'envie d'écrire, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire. J'écrivais, mais j'ai jamais été publié, parce que bon, j'ai jamais pris le temps. Et donc depuis que j'ai quitté Alibert, j'ai signé 3 livres. Mon rêve, c'était d'être publié chez Guérin, mais il a fallu patienter. Donc j'ai sorti le premier chez Transboréal, l'Opéra Alpin, qui est l'histoire d'une traversée des Alpes, un peu dramatique, on va dire. Le deuxième, c'est... Traversée des Alpes pendant la guerre aussi ou... Ah non, c'est en 2013. Ah bon, d'accord. Avec Madame Guerrier. Voilà, donc ça c'est un récit à peine romancé. Il y aurait beaucoup à dire entre récit et roman, mais bon, ça c'est une longue histoire. Le deuxième, ça c'est un vrai roman historique, Alpini, avec une forte trame historique. C'est le seul bouquin qui existe en langue française sur la guerre des glaciers, de 1915 à 1918, donc sur le front austro-italien. Et bon, c'est une histoire... Alors j'étais très agréablement surpris par une critique, je pense que c'est dans l'IB, où ils ont dit que si ce livre avait une place, ça serait entre Stendhal et Frison Roche. Donc, et je lui ai pas soufflé. Tu restes modeste quand même, hein? Non, oui, je reste très modeste, d'autant plus que j'ai les chiffres des tirages et je ne suis pas encore Sylvain Tesson. Et de loin. Mais bon, c'est un livre qui a reçu un bon accueil, il a été primé à Passy, je crois. Enfin, c'est pas que je crois, j'en suis sûr. Et puis le dernier, donc alors ça fait beaucoup, hein, 3 livres en 3 ans. Mais Résister. je me suis mis au même rythme qu'Amélie Nothomb, parce que quand j'ai commencé à travailler à l'écriture à partir de 50 et quelques années, le temps presse. Donc voilà, un livre par an, c'est bien. Et donc Résister, le dernier de la production. On va attaquer tout de suite, du coup. Ouais. Avec Résister. On va voir. Aussi loin que mes souvenirs remontent, l'occupation et la résistance ont nourri mon imaginaire et construit ma petite enfance. À la fin des années 1950, mes parents se sont lancés dans un projet un peu fou, l'achat et la réhabilitation de l'hôtel Suisse et Bordeaux situé sur la place de la gare de Grenoble. Cet hôtel, je l'ai appris bien plus tard, avait été réquisitionné en février et mars 1944 par Aloïs Brunner pour devenir un lieu de prison et de torture. L'impitoyable chasseur de juifs arrivait alors de Drancy après avoir sévi à Nice. Accaparés par les travaux de l'hôtel, papa et maman nous avaient confié, mon frère et moi, à Madame Baudouin. Je n'avais alors que 3 ans. Tati, comme nous l'appelions, hébergeait à l'année et pendant les vacances une dizaine d'enfants âgés de 3 à 12 ans dans un appartement de Villard-de-Lans, mon véritable foyer. Tout alors me ramenait à l'été 1944. Les poutres noircies, des ruines omniprésentes, le bois d'amour où nous n'avions pas le droit d'aller car on y trouvait encore des munitions non explosées et qui sait, des grenades, les carcasses des planeurs allemands qui traînaient encore dans les grandes prairies du Vercors. Les images, les rêves et les ébauches de raisonnement du petit enfant que j'étais s'entremêlaient confusément. Le père Fouettard portait nécessairement des bottes noires et l'uniforme Feldgrau. Ce tas de pierres devait être une cache d'armes. Cette butte d'ortie que les paysans ne fauchaient jamais ne pouvait être que la tombe d'un résistant enterré à la hâte. Cette grotte, le dernier abri d'un groupe de maquisards, et cette clairière qui ne finissait pas, un terrain d'atterrissage ou de parachutage. Et oui, j'étais... Bon, ça fait, je peux vous le dire, ça fait presque 60 ans que je suis fasciné par cet épisode de notre histoire. Pour y avoir vécu tout môme. Et c'est vrai que j'étais habité par ce sujet pendant très longtemps. Et pour tout
dire, je pense avoir à peu près tout lu sur ce qui a été écrit sur la résistance dans les Alpes, et puis un peu en dehors des Alpes, mais surtout dans les Alpes. Et pour tout dire, quand j'étais allé voir Christophe Rella, je lui avais très modestement proposé d'écrire une histoire de la résistance alpine. Et Christophe m'a dit, ouais, génial, ça c'est du Christophe, ouais, toujours emballé. toujours emballé. Il m'a dit, bah, propose-moi quelque chose. Puis j'ai commencé à bosser le sujet, j'ai dit, là j'en ai pour 10 ans. Bon. Donc ça va pas aller avec mon rythme de 1 livre 1 an. Donc je suis revenu avec une autre idée en disant, écoute, je vais faire vivre la résistance alpine, mais au travers d'une histoire d'hommes et de femmes. Parce que la résistance, et la plupart des bouquins, vous êtes sans doute familier de la résistance, mais on parle toujours de Tom Morel, de Angot, de Bulle, de Capitaine Stéphane, et que sais-je encore. Les hommes de la résistance et les femmes de la résistance sont vite héroïsés. Et moi, je voulais retrouver la complexité. Et je voulais retrouver l'homme ordinaire. Me dire, tiens, moi, si j'avais été à l'époque, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors c'est sûr, si j'avais 4 gallons, que j'étais dans l'armée d'armistice et que j'avais été mis dehors de l'armée d'armistice en novembre 1942, probablement je serais devenu résistant. Si j'avais 20 ans et qu'on m'appelait à partir au STO, probablement je serais monté dans les chalets. Mais si j'étais pas sur ces rails un peu prédestinés, qu'est-ce que je serais devenu? Et donc je me suis intéressé à des héros ordinaires, ou des gens ordinaires qui sont devenus héros parce qu'ils ont choisi, ils ont vraiment choisi d'aller en résistance. Et donc je suis parti à la recherche de destins comme ça, où les choix n'étaient pas évidents. Par exemple, dans le Chablais, j'avais trouvé 2 cousins. Il y en a un, il était ouvrier dans une usine sans doute de décolletage, j'imagine. Il est devenu résistant. Son autre cousin, qui était aussi un ouvrier, il est devenu milicien. Un autre, celui qui est connu en Tarentaise, le curé de Moutier, qui était pétainiste à la base, donc légaliste, il a pris le parti de la résistance parce qu'il a voulu défendre ses jeunes. Donc ça, je trouvais aussi assez admirable. J'avais trouvé aussi une autre histoire, ça c'était dans Beldon, une histoire absolument folle. Là, j'ai bien failli écrire un bouquin, sauf que j'avais pas les fils à tirer, j'avais juste le début de l'histoire, et j'avais pas les témoignages, les familles, etc. Et pour cause, vous allez comprendre pourquoi. C'est un ingénieur arts et métiers, de droite, traditionnel, qui, appelé au STO, décide de fuguer, on va appeler ça comme ça, et qui finit par rejoindre les maquis du capitaine Stéphane. Un héros extraordinaire. Et cet adjudant, qu'on appelle l'adjudant Piche, il est fait prisonnier par les miliciens, et surprise, les miliciens le traitent bien. C'est les miliciens du château d'Uriage, et ils le retournent. Et quand les Américains remontent la vallée de la Durance, etc., et finissent par arriver à Grenoble, les miliciens s'en vont avec notre adjudant Piche jusqu'à Sigmaringen, donc là où il y avait le gouvernement, les résidus du gouvernement de Vichy, et notre adjudant Piche résistant devient Waffen-SS, et il fait la campagne de Russie. C'était une histoire fabuleuse. Mais bon, j'avais pas. Et puis, cette famille Lippmann. Alors on y vient. Jean Lippmann, avocat au barreau de Nice, a 24 ans quand la Grande Guerre éclate. Il rejoint son régiment d'artillerie, simple sergent, pour se retrouver en Lorraine, à Verdun, sur la Somme et en Flandre. Il en revient sans une égratignure, mais avec les ficelles de lieutenant, 6 citations et une légion d'honneur, comme 20 ans plus tard, Jacques, son fils aîné. De retour à Nice, il achète en 1929 une charge d'huissier en empruntant à sa famille. La Grande Dépression, loin de fragiliser l'affaire, accélère son développement. Plein d'entre-gens, il devient un homme en vue, joue au bridge avec la bourgeoisie niçoise, roule dans une superbe Hotchkiss 41L, une grande routière. Véridique, vérifié. Une grande routière destinée à une clientèle aisée qui recherche le confort et la discrétion. Esprit curieux, prenant soin de distinguer les Allemands des nazis, Jean fait venir à Nice dans le milieu des années 1930 Hilda, une bonne originaire de Salzbourg.
Les enfants Lippmann améliorent ainsi leur allemand en truffant leur conversation de germanismes comme Brot, Frühstück, Grüß Gott, Gott sei Dank, etc. Chaque année, Jean Lippmann entraîne sa famille dans une série de voyages sur l'ensemble de l'arc alpin, Suisse, Autriche, Allemagne, poussant jusqu'à Bratislava et Sarajevo. En 1933, il offre même une croisière à sa famille au Spitzberg. La montagne joue un rôle essentiel dans la vie des Lippmann. On peut même parler pour ces laïcs d'une religion dont l'origine remonte à 1933, quand Dina, la mère de Jean, infatigable exploratrice un peu fantasque, découvre Colmar-les-Alpes et la vallée du Haut-Verdon. Elle s'installe dès lors chaque année dans des meublés ou au refuge du Col d'Alos pendant de longues semaines jusqu'à ce que la neige la déloge. Jean, dès qu'il le put, loua à l'année une vieille maison d'alpage au fond du vallon de la Floue d'Alos. Il y reviendra chaque année en famille pour randonner à ski et à pied ou pratiquer l'alpinisme en cordée avec son épouse et avec un guide de haute montagne. Ouais, et j'étais fasciné par cette famille. C'est une famille heureuse. Le père, héros de la guerre, de la première et de la deuxième. Le fils aîné, Jacques, part à la guerre de 40, il revient pareil, officier avec la Légion d'honneur. Une famille exemplaire, des juifs, laïcs. Vous savez, cette lignée de juifs qui sont arrivés en France essentiellement fin 18e et aussi pendant la Révolution, puisque la Révolution reconnaissait que tout le monde était égal, ce qui n'était pas le cas forcément de toutes les principautés allemandes. Donc ils sont originaires d'Allemagne, si on remonte dans leur généalogie jusqu'au XVIIe, XVIe siècle, ils viennent de Sarre, je crois, et ils s'établissent vers Metz, et ensuite, ils s'établissent à Nice. Et c'est tout à fait intéressant parce que, et là j'ai eu des longues conversations avec les membres de la famille, notamment ceux qui sont intéressés par leur généalogie. Certes, ils sont juifs, mais pour eux, c'est pas important. Ils s'en foutent. Enfin, c'est pas, les enfants Lippmann, Claude et Jacques, ne sont pas circoncis. Ils sont quasiment jamais allés à la synagogue, sinon pour faire plaisir à la grand-mère. C'est à peu près tout. Enfin, pour eux, leur judaïté n'est pas quelque chose. Enfin, donc, quand les premiers statuts juifs sortent en septembre 40, ça leur tombe dessus. Enfin, ils ne comprennent pas, quoi. Le père, c'est un 3 gallons, un capitaine de réserve, Légion d'honneur, enfin, il a tout juste. Et on va virer son fils de l'université, de la fac de médecine, parce qu'il est juif. Ils ne comprennent pas. Et son fils est parti faire la guerre aussi. Non, alors, Jacques, excusez-moi, alors, petite parenthèse. Donc Jean Lippmann, c'est le père, il a 4 enfants. Jacques, l'aîné, officier de réserve comme lui. Pierre, sous-officier, prisonnier en Silésie. Claude, étudiant en médecine qui se fait virer de la fac. Et Eva, la petite dernière, qui n'est pas la meilleure dans les études, elle arrête après le premier bachot. Donc voilà la famille Lippmann, et la maman est décédée en mai 40. Donc une famille exemplaire, qui ont des moyens, des bourgeois, et voilà, ils vont être lâchés dans la guerre et ils vont mettre un peu de temps à comprendre ce qui leur arrive. On va remettre dans le contexte, donc ils sont à Nice, ils vivent à Nice. En cette fin d'été 1943, peut-être qu'il faut, avant qu'on reparte dans la fin d'été 43, peut-être juste redire ce qui se passait, quand même ce qui s'est passé entre-temps, avant de parler du contexte des Juifs à Nice. Bon, vous êtes tous familiers évidemment avec cette époque. Alors, ce qui se passe à Nice, c'est ce qui s'est passé à Chamonix en fait. Petit rappel de l'histoire, en juin 40, donc armistice, on sépare la France en deux, zone occupée, zone non occupée. Le sud, dont la Haute-Savoie et les Alpes-Maritimes, sont en zone non occupée, administrée par Vichy. Je vous rappelle quand même que les premières rafles de l'été 42 ont été organisées par Vichy dans la zone sud, alors que les Allemands ne le demandaient pas. Petite parenthèse, hein. C'est quand même important. Et on arrive en novembre 42, qu'est-ce qui se passe? Les Américains débarquent en Afrique du Nord, les Allemands du coup envahissent la zone sud,
Et à la suite de cette invasion, sépare la France finalement en deux, mais alors là, ce coup-ci, c'est pas tout à fait la même chose. La zone occupée par les Allemands, puis la zone occupée par les Italiens. Hein? Et les Italiens, qui sont alors fascistes, vont, chose incroyable, ils vont protéger les Juifs. Ils vont rouvrir des synagogues, ils vont interdire à Vichy le port de l'étoile jaune des Juifs dans la zone qu'ils occupent. Ils vont interdire le tampon juif sur les cartes d'identité, etc., etc. Ce sont de véritables protecteurs des Juifs. Ce qui fait que, forcément, tous les réfugiés juifs qui étaient en zone occupée, non occupée, etc., dès qu'ils ont pu, ils ont fui dans la zone occupée par les Italiens. Donc avec des points de fixation, notamment ici dans la région, parce qu'on était proche de la frontière suisse, et aussi à Nice, parce qu'on était proche de la frontière italienne. Donc en cette fin d'été 1943, Nice comptait, outre une communauté juive installée depuis plusieurs générations, de très nombreux réfugiés de toutes origines et de toutes classes sociales. Une nouvelle clientèle fortunée, allemands et autrichiens, industriels français et même certaines personnalités parisiennes comme Ray Ventura ou Tristan Bernard résidaient ainsi dans des hôtels prestigieux comme le Rouge ou le Negresco. Bien plus nombreuses étaient les familles modestes ou même démunies, souvent originaires de Pologne, de Hongrie ou même de Russie, qui s'entassaient dans des meublés de 2 ou 3 étages, comme ceux de l'étroite rue Alvi, qui relie l'extrémité de la rue Masséna à la mer. Un véritable ghetto, se scandalisaient les antisémites niçois. C'est là que se rendirent en priorité dès leur arrivée le 10 septembre la quinzaine de SS autrichiens, du Hauptsturmführer, le capitaine Alois Brunner, membre de l'organisation d'Adolf Eichmann, responsable de la déportation des Juifs. Brunner s'était déjà distingué avec l'évacuation des Juifs grecs et autrichiens. Nommé en mai 1943 à la tête du camp de Drancy, il en réforma le fonctionnement afin d'accélérer le rythme des déportations avant de descendre à Nice pour y crever l'abcès juif. Alors, encore une fois, il faut remettre un peu le contexte historique. Le 25 juillet 1943, Mussolini est destitué. Hein, c'est le grand conseil fasciste, on le dégage, et c'est le maréchal Badoglio qui prend la tête du gouvernement. Badoglio n'est pas considéré comme un homme fort, c'est une chiffre molle. Hein. Donc les Allemands s'en méfient, à juste titre, vu du côté allemand, hein. Si j'étais allemand, je me méfierais de Badoglio, et donc commencent déjà à placer quand même leurs troupes en Italie. On ne sait jamais. Pour le moment, l'Italie reste du côté des Allemands, mais les Allemands sentent bien qu'il va y avoir un renversement d'alliance. Et effectivement, le 8 septembre 1943, Badoglio signe un armistice unilatéral avec les Américains. Pourquoi ? Parce que les Américains ont débarqué en Sicile, et de toute façon, Badoglio n'a pas envie de se battre pour les Allemands. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est le caïcaï général dans la zone occupée par les Italiens. Tous les Italiens, ils rentrent chez eux, tout bêtement, ils n'ont pas du tout envie de rester en France, et les Allemands pénètrent donc dans la zone italienne. Et les Juifs, qui croyaient être protégés par les Italiens, ils se retrouvent sans rien. Et c'est encore pire, parce que les Italiens, pour les protéger, les avaient réunis dans certains lieux, comme Megève, comme Saint-Martin-de-Vésubie. À Saint-Martin-de-Vésubie, vous aviez plus de 1500 Juifs. Hein, c'est décrit notamment dans le livre de Clésio, Étoile errante. Et donc, ces gens-là, en bonne foi, vont se retrouver piégés par les Allemands. Je ne vais pas parler de Saint-Martin-de-Vésubie, parce qu'on pourrait y passer la soirée, c'est une histoire absolument terrifiante. Et voilà, mais c'est ce qui se passe. Et alors, la grande question, c'est est-ce que les Juifs français vont être aussi concernés par les rafles allemandes ? Parce que jusqu'ici, en zone libre, les Juifs français n'étaient pas concernés. On ne cherchait que les apatrides et les réfugiés. Et donc, il y a un moment de flottement, et notamment les Lippmann ne savent pas trop est-ce qu'il faut prendre la poudre d'escampette, etc. Et c'est comme ça que la famille de Simone Weil, qui s'appelait à l'époque Jacob, André Jacob, son père, qui est un juif, qui est un ami des Lippmann d'ailleurs, décide lui de rester avec sa famille à Nice, avec des fausses cartes d'identité, en disant bon, ça ira bien.
Puis non, ça n'est pas allé bien pour les Jacob. Les Lippmann, c'est un peu différent. Jean Lippmann est déjà un peu dans la résistance, puisqu'il anime un réseau d'information pour les services secrets de Alger. Et donc, lui, il comprend un peu plus les choses, et donc enfin, il faudra que vous lisiez le livre quand même. Et puis, il y a son fils Claude, donc, qui avait été évincé de ses études de médecine, parce qu'il était juif, donc du coup, qui ne savait pas quoi faire. Et Claude, à un moment donné, part, justement... Ah ouais, Claude... avant son père. Alors Claude, il avait en horreur Pétain, parce que Pétain, c'est lui qui l'avait viré de sa fac de médecine. Et il avait même en horreur les Juifs. Toute sa vie, il en a voulu aux Juifs. En disant... Enfin bon, c'était un peu inconscient, hein, mais... pour la petite histoire, Claude est devenu par exemple un pro-palestinien par la suite. Bon, c'est quand même intéressant. Donc Claude, où est-ce qu'il part? Avec son cousin Georges Avec son cousin Georges Abraham, ouais. ils partent à la Foudalos, Voilà. où les parents Lippmann ont un chalet en construction et où ils passent leurs vacances depuis 10 ans. Quoi. Et ils cherchent à rencontrer donc c'est leur première rencontre avec des gens, ils ne savent pas si c'est des résistants ou pas. Vous êtes là pour vous planquer ou pour vous battre? Ben, un peu les deux, répond Georges. L'été dernier, nous avons vu la police française rafler les réfugiés juifs de Nice. Si les Allemands arrivent, cela pourrait être pire. De toute façon, je ne peux plus rester à Nice ou à Lyon, ajoute Claude. On m'a viré de la fac de médecine, nous n'avons rien à manger, autant nous battre. Avec les Anglo-Américains en Afrique du Nord et en Sicile, et avec les Russes, les Italiens qui hésitent, les Allemands ne tiendront plus longtemps, insiste Georges. Vous avez raison, les gars, répond l'autre. Mais en matière de stratégie, si on connaît parfois l'issue, il est toujours difficile de parier sur un calendrier. En tout cas, nous sommes prêts, conclut Claude. L'ancien laisse cette dernière parole en suspens, se lève et regarde longuement les deux jeunes hommes restés assis, puis il leur tend la main pour les aider à se relever. « Capitaine Édouard », se présente-t-il. L'autre homme leur tend à son tour la main, le capitaine poursuit. « Je vais jouer carte sur table avec vous, dit-il d'une voix presque solennelle. Notre organisation est constituée d'anciens militaires et de gens du pays. Nous sommes prêts à vous aider. 2 étudiants en médecine nous seront bien utiles quand ça bardera. On vous fournira de nouveaux papiers, on vous logera, on vous nourrira et on vous armera, à 2 conditions. Lesquelles, demande Claude. Que vous vous engagiez à combattre quand on vous en donnera l'ordre. Naturellement, fait Claude. Et l'autre condition? Que vous vous engagiez jusqu'à la fin des hostilités et que vous suiviez la discipline militaire. Mais qui seront nos chefs? Je ne suis pas autorisée à vous le dire. La plupart sont des officiers, certains ont même été instructeurs à Saint-Cyr. De l'armée d'armistice, fait Claude. Ouais, alors là c'est un peu l'introduction, parce qu'il y avait évidemment différentes résistances. Là, cette résistance, c'est l'ORA, l'Organisation de résistance de l'armée, qui est essentiellement constituée d'anciens officiers de l'armée française et de l'armée d'armistice. On est vers Barcelonnette, donc ce sont des chasseurs alpins du 15e BCA. Il se trouve que dans la vallée de l'Ubaye, c'est assez remarquable ce qui a été fait, parce que sous l'organisation de l'ORA, ils ont réussi à fusionner un peu toutes les tendances. Donc il y avait des socialistes, il y avait des communistes, mais c'était assez bien organisé, il y avait un service de ravitaillement, etc. Et il n'y avait aucune tension entre les différents membres de ces maquis. Donc c'était un maquis remarquablement bien organisé, ce qui ne leur a pas empêché de faire des bêtises, bon, pour en parler, notamment le bouclage de la vallée, mais bon, ça c'est la suite du livre, on ne va pas tout dévoiler. Dans d'autres vallées, c'était pas du tout comme ça. Dans la vallée du Haut-Verdon, qui est juste de l'autre côté du col d'Alos, il n'y avait rien. Comme ils disent là-bas, il y avait des gains. Et des gains, les gens, donc, ils partaient dans les chalets d'alpage parce qu'on les appelait OSTO, mais c'était pas très organisé. Et puis même, il y avait des gens de Marseille ou de Digne qui montaient là-haut, qui volaient dans les fermes. Bon, c'était pas vraiment la résistance, c'était plutôt la planque, quoi. Ça, c'était la situation dans le Haut-Verdon. Et dans le milieu du Verdon, donc vers Saint-André-les-Alpes, etc., à partir de décembre 43, janvier 44, on commence à voir des maquis communistes. Donc des FTP, notamment venus du Var. Ils ont été durement
durement attaqués dans le Var, et ils sont venus se réfugier comme ça dans les Basses-Alpes. Et donc, on a, si vous voulez, dans cette région, on a 3 types de maquis. On a le maquis organisé de l'Ora, giraudiste, donc à la limite pétainiste, mais anti-allemand. Je dis bien à la limite, hein, parce que bon, il faut... Après, un maquis qu'on va appeler un maquis voyou, complètement désorganisé, où les gens passent leur temps à se réfugier et à piller. Et en bas, un maquis communiste, FTP, bien organisé, mais avec, une vision très spéciale de leur rôle, et notamment de la justice. Voilà. Bon, alors, continue. Si je suis trop... Mais il y a, non mais avant que je reprenne la lecture, je voudrais quand même que tu dises que donc en septembre 1943, Jean Lippmann a rejoint son fils. Ouais. Tout le monde est parti parce qu'il a pris peur quand même. Il y a une histoire incroyable, et quand il faut analyser le livre, vous verrez, c'est absolument fabuleux. Donc, moi j'ai fait un énorme travail de doc, hein, parce que tout ceci est vrai, hein, c'est pas un roman, c'est un... Grâce aussi aux lettres que tu as retrouvées. Ouais, donc bon, l'avantage c'est que j'étais en contact avec la famille qui m'a fait confiance, ce qui n'était pas évident, ils m'ont pas donné leur confiance tout de suite, hein, il a fallu montrer patte blanche. Donc j'ai eu accès à des cartons et des cartons de lettres, de photos, donc ça. Après il y a tout ce que j'ai pu trouver dans les archives. Et puis j'ai contacté aussi des universitaires spécialistes de la résistance en Provence et dans les Alpes-Maritimes, des top niveaux, qui m'ont un peu guidé en me disant fais attention, etc. Et ce qui est l'extraordinaire, et puis après je suis allé sur le terrain avec mon sac à dos, refaire un peu tous les parcours, y compris les parcours de montagne, en toute saison, donc en ski de rando, l'été, etc. Et ce qui m'a le plus plu, c'était d'aller à la rencontre des derniers témoins sur place. Et d'ailleurs, les derniers témoins, ce sont des femmes, hein, puisque les hommes ont une espérance de vie un peu inférieure. Et donc j'ai rencontré des mamies, mon record c'est 98 ans. Bon là, j'ai pas obtenu grand-chose, mais des mamies de 92, 95 ans, etc., qui avaient toute leur tête, qui se rappelaient. Et là, j'ai découvert des choses. Si vous voulez, c'est comme un puzzle. Donc moi, j'avais des bouts de machin avec mes lettres, mes photos, mes archives. Parce qu'il y a, bon, on ne va pas dévoiler le livre, mais il se passe des choses. Hein, c'est pas rien, hein, ce qui se passe. Et j'ai réussi à trouver les puzzles intermédiaires. Et c'était, enfin, je sais pas, c'est comme un inventeur qui découvre quelque chose. Moi, je découvrais des choses. On va rester avec nos Lippmann quand même, à hauteur d'homme. Moi, parce qu'en plus, on ne parle pas. Donc, nos Lippmann, donc Jean, le père. Ouais, bah, Jean, oui, alors l'histoire est extraordinaire, Voilà. excuse-moi, Ouais. je m'égare. Jean, le 9 septembre 1943, il y a le sous-préfet de région qui s'appelle Michel Junot. Je ne sais pas si vous dites quelque chose, c'est un descendant du général Junot de Napoléon. Ancien préfet de Loir-et-Cher, ministre du général de Gaulle, enfin bref. Je pourrais vous en parler pendant une heure, Michel Junot. Michel Junot téléphone à Jean Lippmann et il dit « J'ai besoin de vous, je vais aller au quartier général allemand demander la reddition de Menton, la restitution de Menton à l'État français. » Parce que Mussolini avait fait main basse sur Menton, donc c'était annexé à l'Italie. Et Jean Lippmann, qui est résistant, qui sait qu'il est fiché par la Gestapo, part avec Michel Junot pour faire l'interprète et essayer d'obtenir des renseignements pour les envoyer à Alger. Et à la suite de ça, vous lirez ça dans le livre, voilà. À la suite de ça, il comprend qu'il faut partir, que ça va chauffer. Quoi. Donc, et il repart rejoindre ses enfants. À la Foudalos. À la Foudalos. Et là, donc, on est à la fin de l'été, et le temps passe. Le temps passe, l'hiver arrive, et le père parle. Nous sommes restés trop longtemps à la Foudalos. Cette vallée du Haut-Verdon est trop perméable et peu sûre. Demain, au lever du jour, nous passerons les crêtes de la Sestrière pour déménager dans le vallon du Laberque. Une fois là-bas, on contactera les gars que Claude et Georges ont rencontrés. On ne peut plus rester ici. Le chauffeur de l'autocar m'a prévenu cet après-midi qu'une traction circule entre Saint-André et Colmar. 2 hommes et une femme blonde demandent aux commerçants de signaler les juifs réfugiés.
Nous sommes trop visibles et connus ici, s'impatiente Jean. Même si la plupart des habitants ignorent notre origine, ils peuvent facilement la deviner. On ne vient pas en vacances à la mi-octobre sans une bonne raison. Au matin du 15 octobre, les 4 Lippmann, accompagnés de Georges Félix Abraham, de Raymond Béby et de Théo Rosenthal, franchissent les crêtes de la Sestrière en suivant le sentier que Claude et Georges ont repéré quelques semaines auparavant. On peut imaginer sans peine les conditions acrobatiques de leur descente, malgré leurs brodequins clotés vers plan bas sous une pluie battante, pataugeant dans la glaise noire et prenant garde à ne pas être déséquilibrés par leur lourd fardeau. Ils partent sans esprit de retour, après avoir empilé dans leurs sacs et sur leurs claies de portage les vêtements d'hiver, leurs sacs de couchage et les provisions, dont les insipides patates italiennes. Oui, donc ils changent de vallon et ils vont hiverner au vallon du Laverque. Je ne sais pas si vous connaissez ce vallon. Si vous ne connaissez pas, allez-y. C'est le premier vallon à droite quand vous rentrez dans la vallée du Bail. C'est une merveille ce vallon du Laverque. Et c'est isolé. Et donc ils ont passé en gros du mois de fin octobre jusqu'au mois de juin. Ils vont hiverner là, en contact avec la population, en contact étroit avec la population. Ouais. Et donc Claude, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent comment? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a Claude par exemple qui... Alors c'est pas évident parce qu'il faut qu'ils mangent. C'est tout bête, hein. Il faut qu'ils mangent, mais en fait, ils sont payés par la résistance, donc on leur donne de l'argent pour acheter de la nourriture auprès des paysans. Il faut qu'ils se chauffent, donc ils vont démonter une vieille grange pour avoir du bois sec, et ils vont rendre des services aux habitants. Et là-bas, si vous voulez, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Laverque à l'époque, c'est comme le Haut-Dolpo aujourd'hui. Une région du Népal très pauvre, c'était très pauvre. Les gens, moi j'ai rencontré une dame, Jeannette Gilly, qui à l'époque avait 18 ans, elle m'a dit j'ai mangé mon premier beefsteak à 20 ans. Et par exemple, tous leurs habits, ils les filaient. Donc ils achetaient de la laine de mouton en bas dans la vallée, et l'hiver, les gamines, elles filaient, et ensuite elles tricotaient leurs habits, etc. Et, ils n'avaient qu'une paire de chaussures. Ils avaient une seule paire de chaussures, sinon c'était des galoches ou des sabots. Mais quand vous discutez avec ces vieux qui ont vécu ça, ils disaient on manquait de rien. On manquait de rien. Et on sacrifiait un lapin une fois par mois. Et, voilà, et la vie était belle. Et on s'entraînait. C'est très émouvant. Et donc ils ont vécu ça. Et pareil, le médecin, il n'y avait pas de médecin. Oui, il y a un médecin à Barcelonnette, certes. Mais le médecin de Barcelonnette, il ne montait pas au Laverque. Et de toute façon, il n'y avait pas la sécurité sociale à l'époque, je vous le rappelle. Donc en fait, on se soignait avec ce qu'on pouvait. Donc des remèdes de bonne femme, etc. D'ailleurs, je vais lire un passage. Ah, Claude et Eva, c'est bien que vous arriviez. J'ai essayé de joindre le docteur, mais personne n'est venu. Je suis venue dès que j'ai pu après le ravito et la radio dit Claude. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman n'est pas bien, elle s'est mise au lit, c'est la première fois que je la vois comme ça, elle ne peut plus rien avaler. Allons voir. Maman Roux, comme l'appelle déjà Claude, est allongée dans le grand lit du couple surmonté de 2 cadres ovales en stuc et bois doré. Une photo sépia la montrant mariée encore mince, une couronne de marguerite dans les cheveux. Sur l'autre photo, le père Roux pose en tenue de chasseur alpin quand il portait encore la moustache en alpastoc avec les mains. Il se tient aux côtés de sa femme et lui éponge avec douceur le front avec un gant. De l'autre côté du lit, Maurice, Fernand et les sœurs gardent silence comme s'ils veillaient une agonisante. « Alors, maman Roux, il faut vraiment que vous soyez bien mal en point pour garder le lit, fait Claude en demandant à rester seul auprès de la malade. Il sort de son sac un thermomètre et lui prend la température. 41 degrés quand même. Elle affiche un faible sourire, mais peine à parler tant la gorge lui fait mal. Claude lui tâte longuement le cou, puis lui fait ouvrir la bouche qu'il éclaire avec sa lampe torche. Enfin, avec un bâtonnet enveloppé d'ouate, trempé dans l'alcool, il enlève un peu de pus sur ses amygdales. Il appelle alors Maurice et le père Roux. Une belle angine blanche. Allez, rien de grave pour le moment, mais il va falloir m'aider à soigner maman Roux. Il faut préparer des cataplasmes, de pommes de terre pour la soulager. Vous les appliquerez sur sa gorge avec un linge pendant toute la nuit et vous recommencerez demain. Il faudra aussi qu'elle fasse des gargarismes avec de l'eau tiède salée dans laquelle vous aurez fait infuser du serpolet.
Enfin, vous lui ferez avaler une infusion avec du miel et des clous de girofle. Et si vous n'en avez pas, remplacez-les par quelques gousses d'ail broyées. Je vous amènerai demain un sirop à ma façon. Ah, voilà, donc c'était C'est Claude Lippmann, donc il fait le docteur. Absolument. C'était, bon, tout ça est véridique. Hein. Maman Roux a effectivement eu une angine, elle était couchée. J'ai eu les... Alors c'est ses petits-enfants qui m'ont raconté ça. Et puis j'ai pu croiser avec les témoignages, enfin plutôt les témoignages écrits de Claude. Alors après, il y a eu des histoires aussi plus compliquées. Pour vous donner un peu aussi une idée de l'époque, la couleur de l'époque, la maman de Jeannette Gilly, dont je vous ai parlé, hein, celle qui mange un lapin éventuellement tous les mois et encore, donc elle a 3 filles, 2 petites filles, Jeannette la plus âgée qui avait 18 ans, et elle est enceinte. Et Claude va l'assister pour l'accouchement. On est en hiver, enfin fin d'hiver 44, et l'accouchement ne se passe pas bien. La maman fait une hémorragie et le bébé est mort-né. Donc ça a été assez terrible. Et la brave maman, avec son hémorragie, elle est restée pas bien pendant plusieurs semaines, voire 2-3 mois. Et à l'époque, donc on arrive en gros en septembre 44, et à l'époque la région est libérée. Et Madame Gilly, pour vous donner un peu une idée de l'époque, le médecin finalement monte la voir et lui dit « Ouh là là, vous êtes dépressive, ça va pas bien du tout, etc. On va vous envoyer à Lyon dans un hospice. » Et on envoie Maman Gilly, pardon, dans un hospice à Lyon, plus ou moins pour aliéner, loin de ses filles, loin de son mari, et elle meurt 1 an après de dépression, quoi. Bon, c'était quand même une autre époque. Hein. Mais on va revenir un peu à la montagne, hein. Ouais, si on parle un peu de ski. Oui, parce que, bon, donc ils sont bloqués à la Fouillavos, puis après, finalement, quand l'hiver arrive, la neige, qu'est-ce qu'ils font les Lippmann? Ils s'en vont plus loin, c'est ce qu'on entend, ce que j'avais vu aussi. Mais ils vont où? Ils sont dans le Lavers, donc ils vivent dans un petit hameau qui s'appelle l'Abbaye, et en fait, la mairie leur prête le presbytère. Ce qui a fait pas mal jaser dans le village, Ouais. parce que bon, des juifs dans le presbytère, ça ne le faisait pas, quoi. Hein. Surtout que dans la cuisine, ils utilisaient des chaises de prière, Faut s'asseoir. avec les noms des propriétaires. Donc c'était quand même assez mal vu. Et puis forcément, ils n'allaient pas à l'église. Hein. Donc c'était pas... Mais malgré tout, ils étaient quand même assez bien acceptés. Et leur grand jeu, les Lippmann, c'était des grands skieurs. Et d'ailleurs, Claude Lippmann, après-guerre, avec son épouse, a écrit un livre bon bref, je ne sais plus l'éditeur, sur le ski de randonnée dans les Alpes du Sud. Donc c'était vraiment des grands skieurs. Et ben, ils ont passé l'hiver à faire du ski de rando, en prétextant... Alors non, c'est pas qu'un prétexte, hein, ils allaient reconnaître l'école et ils allaient monter du bois dans toutes les cabanes et faire des dépôts de provisions pour pouvoir se carapater le jour où il y aurait une alerte. Et donc, moi je suis tombé sur leur carnet de rando, et alors c'est drôle parce qu'on voit 25 mars 1944, et il décrit sa rando, le nombre de mètres de dénivelé, la qualité de la poudre, comment était la descente, etc. 25 mars 1944, à 25 km de là, vous avez un maquis qui est attaqué par les Allemands, il y a 25 morts. Ils en savent rien. Donc c'est un contraste assez surprenant. Ils ont passé en fait leur temps, pendant près d'un an, plus d'1 an, à sillonner toute la région, à ski l'hiver, et puis l'été à pied. Alors c'était surtout, ils sont arrivés en gros dans le Lavers que fin octobre, et ils l'ont quitté en juin. Et effectivement, ils passaient leur temps. Alors, il faut se remettre. Par exemple, il y avait des traces, donc pour pas que les Allemands remontent leurs traces, ils faisaient des tas de fausses traces. Donc dès qu'il reneigeait, et à l'époque il neigeait beaucoup, c'est pas comme maintenant, et ben, ils partaient en corvée de traces et ils faisaient comme ça un espèce de labyrinthe où où les Allemands se seraient perdus. Et l'été ils faisaient pareil, ils faisaient un labyrinthe de sentiers pour que les gens se perdent. Et puis il y a un moment où forcément ils se sont retrouvés quand même face aux Allemands.
Ben oui, donc la théorie de l'ORA, donc l'Organisation de résistance de l'armée, et en général de toute la résistance gaulliste, c'était, alors il y avait deux choses, c'était d'attendre le débarquement pour rentrer en action. Donc les communistes les traitaient d'attentistes, puisque les communistes sont rentrés en action, en gros, ben, dès que l'Union soviétique a été envahie donc en juillet 1941. Ben, ils ont fait des assassinats, comme on sait, etc., qui a déclenché toute une série de répressions assez féroces. Mais les maquis gaullistes, en tout cas les maquis girodistes, eux, c'était non, on attend le débarquement pour déclencher ce qu'on appelait le plan rouge, le plan vert, etc. Et donc, effectivement, le 6 juin 1944, on apprend que les Alliés débarquent en Normandie, et du coup, toute la résistance dit, ben, ça y est, on va bloquer, et ils font les mêmes bêtises, entre guillemets, que ce qui a été fait dans le Vercors. Donc, ils bouclent la vallée de l'Ubaye. Et d'ailleurs, Jean Lippmann n'était pas du tout d'accord, mais il avait un commandant au-dessus de lui, on lui a dit, c'est un ordre, on boucle la vallée de l'Ubaye. Sauf que, normalement, Alger aurait dû envoyer des commandos, aurait dû envoyer des armes lourdes, etc. Et eux, ils n'avaient que des stèles, des grenades et deux fusils mitrailleurs que les maquisards piémontais leur avaient prêtés. Et pas eu un parachutage aussi? Oui, mais dans le parachutage, il y avait des Lee Enfield, donc des mousquetons et des Sten et des grenades et des cartouches de Lucky Strike. Ce qui n'était pas terrible face aux automitrailleuses allemandes. Et donc, on leur donne l'ordre de bloquer la vallée du Bail, ce qu'ils font, et c'est leur premier engagement. Afin de gagner un peu de hauteur, Claude s'élance dans la pente, franchit une première barre rocheuse à proximité d'une cascade, puis s'agrippant aux racines des pins s'élève parmi les genévriers. Il escalade une nouvelle barre et se rétablit sur une petite plateforme avec une vue dégagée. À 5 km de là, une longue colonne de véhicules vient à peine de franchir le grand virage de Saint-Vincent-les-Forts. À l'aide de ses jumelles, Claude fait les comptes. Un sidecar et une automitrailleuse placée en éclaireur précèdent 6 camions, remorquant 2 canons légers et 2 voitures. Claude dégringole alors la pente pour prendre compte des postes des mitrailleuses au chef. Maurice, entouré de Fred et de José, est déjà allongé sur le ventre, les 2 mains sur les poignets. 6 camions, ils doivent être plus d'une centaine. Nous ne sommes que 50 en comptant large, il va falloir jouer fin. On va essayer d'immobiliser les derniers véhicules pour les empêcher de manœuvrer, dit-il. Va vite te mettre à l'abri. Et donc c'est la première attaque qui n'est pas fameuse, mais enfin les Allemands finalement font le tour. Mais la République de l'Ubaye, la durée de vie de la République de l'Ubaye sera assez courte. Et se soldera quand même par 20 ou 25 morts du côté résistant, qui auraient pu être largement évités. Et donc ensuite, vous verrez, ensuite ils passent dans le Val d'Alos. Et dans le Val d'Alos, ça se complique, parce que là, on a perdu la belle organisation de la vallée de l'Ubaye, et on va s'apercevoir que les résistants ne sont pas tous des héros et ne sont pas tous des exemples. Et pour faire court, en gros, dans le Val d'Alos et dans le Haut-Verdon, il y a eu plus de victimes françaises dues à la résistance qu'aux nazis. Bien plus. Oui, il y a eu des représailles sur la population locale de la part de résistants qui hésitaient pas. Alors, c'est pas des représailles, mais si vous voulez... Ils n'hésitaient pas à fusiller, mais c'est pas grand-chose finalement. Oui, mais bon, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les choses n'étaient pas très organisées. D'ailleurs, tous les témoignages que j'ai disent, mais attendez, sur Alos, c'était le foutoir. J'y étais encore le week-end dernier. Du coup, il y a des gens maintenant qui ont lu le livre et qui viennent me voir en me disant « Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu pas de chance, je viens de finir dans le bouquin. » Donc la résistance n'était pas organisée. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il y avait une espionnite totale. Parce que les Allemands avaient réussi à piéger les maquisards avec des faux maquisards. Vous aviez même une compagnie qui s'appelait la compagnie Brandebourg, la 8e compagnie de Brandebourg, qui appartenait à l'Abwehr, donc au service secret allemand militaire, pas la Gestapo,
et ces gens-là arrivaient à pervertir des Français, des doriotistes, etc., enfin des militants ou des gens tout bêtement qui cherchaient de l'argent, et ils les envoyaient dans les maquis pour renseigner. Et ils ont comme ça réussi à détruire 2-3 maquis dans la région de Digne. Et du coup, il y avait une espionnite aiguë dans la région. Et il ne faisait pas bon ne pas avoir ces papiers ou ne pas avoir d'explications convaincantes. Alors les premiers, évidemment, à l'œuvre, ça a été les FTP, les communistes, parce qu'ils avaient une vision de la guerre qui n'était pas forcément celle des maquis gaullistes. Et le chef FTP, par exemple, de Beauvezet, qui est près de Colmar, disait « il vaut mieux punir 20 innocents que de laisser partir un coupable ». Ça fait quand même beaucoup. Ouais, et en sachant que punir, chez eux, c'était fusiller, hein, soyons clairs. Mais, et ça, à la limite, on pouvait s'y attendre. Parce que les maquis FTP n'étaient pas réputés être tendres. Dans la résistance, en général, bon, puisque c'était les plus exposés d'une certaine façon. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que les maquis gaullistes aussi se sont mis là-dedans. Donc des maquis tout à fait respectables, entre guillemets, hein, je veux dire presque légalistes, si on peut dire que les maquis sont légalistes, sont rentrés dans ce jeu-là parce que ce sont des époques troubles où des personnalités troubles peuvent émerger. Et notamment, il y a une personnalité trouble qui va émerger, qui est un authentique salopard, et qui va se faire passer pour un commandant. Et tout ça, c'est historique. Hein. Je ne suis pas en train de l'inventer, c'est pas romancé du tout. Un type qui s'est fait passer pour un commandant et qui devient patron de la sécurité militaire du Haut-Verdon. Et donc, qui est alors, c'est pas le supérieur, mais il a plus de galons que Jean Lippmann. Et lui, va faire des choses qui sont vraiment... pas glorieuses. Et dans la vallée du Haut-Verdon, ils s'en souviennent encore. Ils s'en souviennent encore. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, enfin moi c'est là que c'était absolument fabuleux, c'est-à-dire que j'étais en contact avec les enfants et les petits-enfants de cette famille, et ils ne voulaient absolument pas croire ce que je leur amenais. Je leur amenais mes preuves historiques en disant, attendez, là j'ai un rapport de gendarmerie, exhumation des corps. Là j'ai un procès-verbal de nanana qui indique les victimes, les machins, etc. Et donc j'ai reconstitué toute l'affaire. Et il se trouve, enfin, encore une fois, lisez le bouquin, il se trouve que ça s'est passé à 500 mètres de leur chalet. Et les enfants disaient, mais mes parents ne nous en ont jamais parlé. Donc, c'est pas possible qu'ils étaient au courant. Donc, je leur ai prouvé que leurs parents étaient au courant. Ils n'y ont pas pris part du tout. Oui, mais ils n'avaient pas envie d'en parler. Ils n'avaient pas envie d'en parler. Donc, c'est aussi ce phénomène de mémoire qui est intéressant à analyser. C'est complexe, hein. C'est complexe. Ouais, moi, c'est un sujet qui me... Bon, voilà, Et ça mélange aussi... c'est à la fois un contexte historique dans un lieu qui est quand même un lieu de montagne. C'est pour ça qu'on peut oublier, où les gens passent leur temps à être en montagne, de toute façon. D'ailleurs, on a oublié à patrouiller partout. Ouais. On a oublié de lire le passage de ski de rando. C'est pas grave. Il y a du ski de rando, il y a de l'escalade aussi. Ouais. Et puis, comme tu disais, c'est une histoire à hauteur d'homme, donc c'est cette famille Lippmann qui t'intéresse plus que tout, et auquel on s'attache d'ailleurs en lisant le livre. Hein, ouais, moi je l'ai refait vivre, mais à partir de ce que j'ai trouvé, quoi. Alors c'était marrant parce que des fois on avait des dialogues, notamment avec Mireille. Alors j'avais de la chance parce que c'est une famille remarquable. Ils ont tous eu, il y a des polytechniciens, il y a une directrice du CNRS, enfin bon voilà, c'est des gens, on va dire, au minimum éclairés. L'intelligentsia. On peut dire ça. Ouais. Et donc des gens très bien. Et au début, ils étaient méfiants, hein, parce que moi je leur ai dit, tiens, je veux écrire un bouquin sur votre famille. Alors, ils me disent, attends, qu'est-ce qu'il veut, lui, c'est qui? Donc ils étaient assez méfiants. Puis je leur envoyais les premiers chapitres. Alors, et à un moment, justement, parce que forcément, moi je fais vivre mes personnages à partir de ce que je sais, à partir des lettres, des photos, des témoignages, etc. Et puis, vous imaginez bien que les dialogues, j'avais pas de magnétophone pour les enregistrer, donc je les ai reconstitués. Et à un moment, la fille de Claude Lippmann me dit,
Donc j'imagine une séance d'escalade qui a eu lieu d'ailleurs, et j'imagine un dialogue entre lui et sa fiancée Simone. Et moi, bon, je le fais à ma façon, quoi. Hein. Je dis, bah, Claude, il est plein de fou, c'est un étudiant en médecine, donc voilà, sa petite copine a 19 ans, lui il en a 21, bon, bah, et la fille de Simone et Claude me dit, non, c'est pas possible, mon père n'aurait jamais parlé comme ça. Je lui dis, mais pourquoi? Elle me dit, regarde les lettres. Et alors elle me file toutes les lettres d'amour entre Simone et Claude, et effectivement, on est dans le roman courtois, quoi. Et elle me dit, mais tu sais, à mon avis, ma mère est arrivée vierge au mariage. Donc ça va jusque-là. Après être restés pendant des années comme résistants ensemble. Ouais, c'est marrant. Mais après, j'ai découvert d'autres choses, alors d'autres choses que j'ai pas mis dans le bouquin, parce que c'était un peu trop, voilà, c'était de l'histoire personnelle de cette famille. Mais ouais, non, c'est en tout cas, c'est des gens très attachants. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que profitez-en. Vous avez vu, je suis bavard, je suis désolé. Profitez-en. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, d'ailleurs, le livre. Mais... Alors la façon dont je l'écris, donc c'est, en fait, je raconte mon enquête. En fait, il y a trois... Tu te mets dans le livre, hein. Ouais. Tu te mets en situation. Il y a des jeux. Hein. Donc en fait, il y a trois plans, si vous voulez. Il y a un plan où je raconte mon enquête, où je raconte notamment une histoire à Beauvaiset, là. Ouais. On ne va pas la raconter. Restons pas toujours dans le sombre. C'est un peu sombre, mais bon, c'est comme ça, c'est arrivé. Ouais. Donc je raconte mon enquête. Deuxièmement, je fais quand même un éclairage historique, parce que bon, c'est pas évident aujourd'hui, en 2017, d'avoir la chronologie exacte des événements, etc. Hein. Aloïs Brunner, moi ça me parle, mais ça parle pas forcément à tout le monde. Et puis le gros du bouquin, c'est quand même le récit de cette famille dans la résistance, où je le raconte à la manière d'un roman, sauf que c'est pas un roman, c'est vraiment arrivé comme ça. Quoi. Oui, de septembre 43 jusqu'à la fin de... Jusqu'à 31 juillet 44. Voilà. 31 juillet 44. Ça dure un an en gros. Ouais. Donc je les suis pendant un an, et pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Est-ce que vous avez mis une carte dans votre livre? Ah! Hélas, non. Pour tout vous dire, c'est un loupé entre Guérin et moi, parce que c'était prévu qu'on le fasse. J'avais prévu des cartes, etc. Et puis, dans les dernières semaines, juste avant, la carte elle est passée à l'as. Par contre, il y a des photos, il y a pas mal de photos. Ouais, il y a 2 cahiers photos. Mais les cartes, vous trouvez un atlas, vous retrouvez facilement, parce que c'est des vallées qui sont quand même bien connues. Et j'ai simplifié la géographie quand même. C'est-à-dire que je ne vais pas vous parler de tous les hameaux du Laverque, parce que là, vous y perdriez. Parce qu'il y a une dizaine de hameaux dans le Laverque. Donc j'ai simplifié la géographie pour que le lecteur s'y retrouve. Mais vous ne pourriez pas, puisque vous avez fait ces cartes, et puis que vous avez un éditeur estimable, à la 2e édition. Les mettre à disposition sur Internet pour les nombreuses personnes qui vont vous acheter le livre ce soir et les autres. Sur Internet, ça serait en fait, pas difficile. C'est facile, en se mettant sur Internet, on a accès à toutes les cartes. Hein, non, mais c'est pas les mêmes, c'est que fait l'auteur. Non, mais Non, mais pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, mais ou alors il faudrait que tu retraces aussi tout le parcours des résistants. C'est pas difficile, hein. C'est pas difficile. Et d'ailleurs, pour les marcheurs, il y a un circuit extraordinaire sur les traces de la famille Lippmann que j'ai refait, parce que je l'avais fait par bout, que j'ai refait cet été, qui fait 4 jours et qui est somptueux. Il faut que tu nous le donnes. Qui est somptueux. Les traces de la famille Lippmann, ça va être un nouveau... Sur Internet pour aller plus loin. Pour aller plus loin, Et après, bon, encore une fois, alors c'est vrai que pour les gens d'ici, si je vous parle de Saint-André-les-Alpes, Colmar, Beauvaiset, etc., ça ne vous dit pas grand-chose. Mais la géographie est relativement simple quand même. Hein. C'est une vallée nord-sud, et puis l'Ubaye, c'est une vallée est-ouest, et puis voilà quoi. Et puis entre les deux, vous avez le col d'Alos. Voilà, je vous dis. C'est pas compliqué. Je crois qu'il y a des gens qui connaissent bien, en fait. Bon, c'est une très belle région, mais
Et d'ailleurs, enfin, c'est des Alpes qui sont bien différentes de celles d'ici. Hein. C'est des Alpes donc, sédimentaires, très érodées, très sèches, très sauvages. Ouais, plus sauvage. Ouais, c'est plus sauvage qu'ici quand même. On y rencontre moins de monde sur les sentiers. Mais ça reste de la belle montagne. Ouais. Et ils ont gardé leur maison, hein, là-bas. Ils ont toujours... Alors, c'est extraordinaire. Si un jour vous passez à la Foudalos, c'est un truc... vous savez, un peu comme ça me fait penser au dessin de Sampé. Vous savez, quand il y a la petite villa avec son jardin, etc., qui est entourée de HLM et de tours de la Défense. Là, c'est exactement ça. Vous avez le chalet qui date de 1944, enfin, qui a commencé en 1939. Il y a des photos dans le livre, qui est sur une butte au milieu de la Foudalos, et tout autour, vous avez des barres d'immeubles. C'est ahurissant. Mais bon, et il y a des photos d'ailleurs de la Foudalos en 1939 et 1945. Bon, ça avait une autre gueule que maintenant. Là, les aménageurs devraient être mis en prison. Ils ont vraiment massacré leur fond de vallée, mais bon, c'est comme ça. Et cette famille, vous disiez que vous aviez plusieurs idées, et cette famille, vous la connaissiez pas du tout auparavant. Non, comment c'est venu? Pourquoi cette famille? Comme je vous ai dit, bon, moi ça fait 40 ans ou 50 ans que je lis sur la résistance dans les Alpes. Donc honnêtement, je connais pas mal d'histoires. Et j'en avais présélectionné 4 qui me semblaient intéressantes. Et honnêtement, celle qui me faisait le plus rigoler, entre guillemets, enfin c'est vraiment rigoler, entre guillemets, c'est l'histoire de ce résistant qui devient Waffen-SS. Et il se trouve qu'il a écrit un bouquin qui est un bouquin à lire avec des pincettes, c'est une horreur, qui est publié chez un éditeur négationniste. Vous voyez jusqu'où il faut aller parfois quand on veut écrire. C'est une horreur ce bouquin, mais par contre ça raconte son histoire. Et donc, mais le problème c'est que j'avais pas de photos, j'avais pas de petits-enfants, et puis les gars du maquis Stéphane ne voulaient pas parler de ce salopard. Donc, moi j'ai essayé de leur faire parler. Ouais. Ils me disaient, mais c'est l'anti-héros, quoi. Ouais, mais c'est vachement intéressant aussi, quoi. Mais le nom de cela, c'était dans les archives? Oui, on trouve la famille Liebman. Si vous tapez sur Internet, il ne va pas sortir grand-chose, peut-être qu'il sortira ce bouquin. Mais si, quand vous grattez dans les archives, etc., à un moment, vous tombez sur Liebman. Et pour cause, vous comprendrez en lisant le bouquin. Mais voilà, il n'y a pas une place Liebman, il n'y a pas... je ne fais pas partie des grands héros de la résistance. C'est un résistant ordinaire. Mais justement, il est ordinaire au départ. Et c'est ce que j'ai mis d'ailleurs en exergue. C'est la phrase de Camus, c'est... les héros, en gros, c'est des gens, je ne me rappelle plus par cœur, mais en gros, ce qu'il dit, c'est Camus dit, les héros, c'est des gens comme nous, la seule différence, c'est qu'ils vont au bout de leur destin. Nous, on a toujours la possibilité de trouver des échappatoires. Eux, ils n'avaient pas d'échappatoire, ils sont allés jusqu'au bout de leur destin. Et puis la famille Liebman, à un moment, j'ai vu qu'il y avait des enfants et des petits-enfants, et je les ai contactés, je leur ai demandé si ça les intéressait que je travaille sur ce projet. Ils m'ont dit rencontrons-nous. Déjà, donc ils étaient quand même un peu méfiants, on s'est rencontrés, ils ont vu que bon, je partais pas complètement de zéro. Et puis voilà, petit à petit, et puis maintenant c'est presque ma deuxième famille. Et j'étais avec eux ce week-end, ils m'ont acheté des tas de bouquins. Pour les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, etc. C'est chouette. Ouais, non, et puis c'est vrai, comme tu disais, il y avait beaucoup de correspondances, donc c'était facile de... Ben c'est ça à l'époque, parce qu'aujourd'hui, avec nos mails, qu'est-ce qui va rester de nos mails? Alors que là, moi j'avais des cartons de lettres. Ils ont tout gardé surtout. Alors il fallait trier, honnêtement, parce que bon, des fois, j'ai trié, j'ai lu tous leurs courriers, les lettres d'amour, les lettres, les cartes que Pierre envoyait depuis sa prison en Silésie en disant merci de m'envoyer des couvertures, n'oubliez pas la bévitine et une brosse à dents, enfin des choses comme ça, quoi.
Mais bon, c'est pas... Ouais, Mais ça, c'était avant 43. Parce qu'après, il ne pouvait plus correspondre. si, Si, oui. si, il a continué à correspondre, et c'est ça qui est étonnant. Enfin, bon, Oui, parce que... le système nazi est un système ahurissant, enfin, comme tous les systèmes totalitaires. C'est-à-dire qu'on exterminait les Juifs. Voilà, il y avait toute une organisation, la SS, pour exterminer les Juifs. Et puis à côté, vous aviez des camps de prisonniers. Et ben, vous étiez là, vous étiez protégé, entre guillemets, par la Convention de Genève. Et vous étiez juif, vous risquiez rien. Enfin, à mon avis, il ne fallait quand même pas crier trop fort. Mais vous étiez sous la protection de l'armée. Donc l'armée, c'était pas la SS. Et donc Pierre Lippmann, qui était juif, et puis avec un nom quand même qui était assez évident, il n'a absolument pas été embêté, il a été libéré le 8 mai 1945 de son camp de prisonnier, avec des tampons, machin truc, et puis il est rentré à la maison. Et il y avait la maman qui était partie en Algérie aussi. Alors c'est la maman... La grand-mère. Ouais, alors c'est Dina, ça aussi c'est intéressant, hein, parce que pendant l'été 43, il y aurait tout un livre à écrire sur Nice pendant l'été 43. Parce qu'imaginez-vous, vous êtes à Nice, vous êtes juif, vous êtes à Nice, il y a les Italiens qui sont encore là. Sauf que le 25 juillet, vous apprenez que Mussolini a été emprisonné. Et que les Allemands, ils sont pas loin, les Allemands, ils sont à Saint-Laurent-du-Var. Ils ont mis leurs avant-postes à Saint-Laurent-du-Var. Donc, par rapport à Nice, c'est vraiment pas loin. Et que toutes les nuits, vous avez des convois allemands qui passent, qui traversent Nice pour aller se battre en Italie. Pas bon, hein? Pas bon du tout. Et donc, les gens, la communauté juive de Nice, se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Alors vous avez plusieurs options. Un, ne rien faire. Les Jacobs. Mauvaise option. La plupart rêvaient de partir en Algérie. Et vous aviez à l'époque le consul d'Italie, qui était un juif, qui s'appelait, je ne m'en rappelle plus, voilà. Et lui était en contact avec le consistoire, donc les représentants des Juifs à Nice, avec le Vatican, et il était en train d'essayer d'organiser un convoi maritime qui aurait été protégé par les Américains pour envoyer, pour transborder les 30 000 Juifs de Nice en Algérie. Sauf que les Allemands sont arrivés avant. Et donc, il y avait énormément de Juifs qui étaient à Nice, et ils disaient, nous, on va prendre le bateau. Et les bateaux ne sont jamais venus. Et pour vous donner une idée, il y a quand même un bateau de croisière qui a réussi à partir de Nice, j'en parle dans le livre, et tout ça est historique. Hein. Et la place se vendait, sur ce bateau de croisière, il est parti sur l'Algérie, se vendait l'équivalent de 30 000 euros. D'accord? Donc il fallait quand même avoir les moyens. Et à Saint-Martin-de-Vésubie, comme je vous ai dit, les gens se croyaient à l'abri parce qu'ils étaient protégés par les Italiens, et ils étaient à 6 heures de marche de la frontière italienne. Sauf que les Allemands sont arrivés, et donc les Juifs ont passé la frontière. Donc il y en a une partie qui ont été, ceux qui n'étaient pas capables de marcher, ils ont été prisonniers à Nice, à Saint-Martin. Les autres ont passé le col de la Fenestre et le col de Cerise. Ils sont allés en Italie, ils pensaient qu'ils étaient sauvés, sauf que les Allemands, ils avaient fait le tour et ils occupaient l'Italie et ils ont ramassé tout le monde. Et il y en a eu 400 ou 500 qui sont parvenus des camps. Ah, c'est une histoire, enfin... Et donc, écrire l'histoire de Nice, de cet été 43 à Nice, c'est encore un autre projet, mais ce serait... on s'éloigne un peu de la montagne, là, mais ouais, c'est quand même... C'était pas simple. Nous, on dit que des fois, notre époque n'est pas simple, mais à l'époque... Moi, c'est ça qui m'intéressait, si vous voulez, dans ce projet, c'était de montrer que les choix n'étaient pas évidents. C'était pas évident du tout de choisir. Et notamment... là, j'en parle pas trop des pétainistes, mais il y en avait. Hein, dans la veille du bail, il y avait des pétainistes. Il y a des miliciens qui ont arrêté, notamment le capitaine Carr, celui qui parlait avec Claude. Carr, il a été arrêté en mars 1944.
Et il a été déporté à Buchenwald et il n'est jamais revenu. Donc il y avait quand même de drôles de cocos. Hein. À Digne, vous aviez la Gestapo, mais les miliciens étaient très forts à Digne. Donc, et notamment dans les miliciens des Basses-Alpes, on retrouve de nombreux chasseurs alpins. Parce que pour eux, et ça c'est intéressant, j'ai lu un livre récemment, C'est vrai que c'est pas grave. on s'éloigne un peu, mais c'est quand même passionnant, d'un milicien qui a terminé sur le front russe, mais il a moyennement combattu, et il a écrit un bouquin. Alors moi je me force à lire ça, des fois c'est pas... Mais bon, sinon, si vous lisez pas ça, où vous trouvez les faits? Et le gars, il explique que lui, il a toujours suivi la légalité. C'est un légaliste. C'est un légaliste. Donc il est officier de marine. Alors, en plus, les marins sont encore plus légalistes que les autres. Il est légaliste. Donc moi, Pétain, il a reçu les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale. Donc c'est le chef de l'État. Et donc je lui dois obéissance. Et quand il crée la milice, la milice, c'est Pétain qui l'a décidé, etc. Donc je vais dans la milice. Donc des fois, il ne faut pas être trop légaliste, si on veut être du bon côté de l'histoire. D'autres questions, ouais. Oui, pardon. Vous nous compliquez un peu les choses, parce que moi qui suis le français de l'intérieur moyen, la première moitié de la guerre, elle était mise à Vichy. Et puis au nord, c'est les Allemands qui essayent de gérer ça. Et vous nous racontez après, je veux bien vous croire, il y a les Italiens, et lesquels, bon, faut pas que les Italiens, il ne faut pas tout grouper, il y a ceux qui étaient pour Mussolini, puis d'autres, hein, évidemment comme en France, comme partout. Ça représentait cette histoire d'Italiens qui soutiennent, qui défendent, qui protègent les Juifs. Ça concernait combien de départements et combien de temps? Dans la deuxième moitié donc de la guerre, à partir de novembre 1942. C'est ça, c'est novembre 1942 à septembre 1943. Donc là, c'est pas compliqué. Vous avez Savoie, Haute-Savoie, Isère, Drôme, Hautes-Alpes, Basses-Alpes, Alpes-Maritimes et Var. Voilà. Là, c'est occupé par les Italiens. Donc ça fait 10% de la France, en gros. Au pif. Ouais, un gros 10%. Allez, un 15%. Et ceux-là sont effectivement sous protection de l'administration italienne qui protège les Juifs. Et il y a même des courriers, enfin moi je me suis intéressé à ça, mais bon, c'est sur Grenoble. Vous avez le général Castiglione, qui est le patron de la division, qui envoie balader le préfet de Vichy, parce que le préfet de Vichy lui demande des informations sur les listings de Juifs, etc. Et il lui dit... allez vous faire voir. Et ça dure jusqu'à quand, ça, l'influence des Italiens? Eh bien, jusqu'au 8 septembre 1943. Et là, ils partent. Parce qu'il y a l'armistice et ils ont l'ordre de rentrer en Italie. Hein. Et après, c'est là que ça commence à devenir beaucoup plus difficile. Mais encore une fois, rappelez-vous qu'en juillet 1942, il y a eu des rafles de Juifs à Nice. Et ça, c'est Vichy uniquement. Par contre, c'était des étrangers. Donc du coup, bon, c'était un moindre mal pour le français moyen. Et puis, mais dans le livre, et ça c'est absolument historique pour parler des Juifs, parce que la grande question sur cette période, c'est qu'est-ce que les gens savaient? Qu'est-ce qu'ils savaient de la Shoah? Eh bien, il y a un témoignage, et ça c'est un témoignage absolument véridique. Vous avez un Tchèque, deux Tchèques, ou un Tchèque et un Hongrois, qui sont raflés à Monte-Carlo en juillet 1942. Ils sont déportés près de Cracovie, dans un camp de travail. Mais, dans leur camp de travail, ils construisent à l'élaboration d'un nouveau camp. Ce nouveau camp, devinez lequel? C'est Auschwitz. Ils réussissent à s'échapper grâce à la résistance polonaise. Ils descendent à Nice. Ils arrivent à Nice pendant l'été 1943. Ils vont voir les gens du consistoire et ils disent voilà ce qui se prépare. Nous, on était dans un camp de travail, les ouvriers mouraient comme des mouches
et ont travaillé à l'élaboration d'un camp d'extermination. Personne n'a voulu les croire. Il y en a un, on pensait qu'il était fou. Et tout ça explique. Après, ça ne veut pas dire que les gens ne se posaient pas de questions. Hein. Les gens se posaient quand même des questions et ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas qu'on rafle des vieillards et des bébés pour les faire travailler dans les mines de sel. Puis on ne comprenait pas que les gens partent et puis qu'ils ne donnent plus de nouvelles du tout. Mais bon, mais dire que les gens savaient, ça c'est encore une autre histoire. Quel était le rôle de la Croix-Rouge? Est-ce que c'était déjà formé à l'époque? Bien sûr. Vous parlez des lettres des prisonniers de guerre. Est-ce que c'était pas plutôt la Croix-Rouge qui faisait en sorte que les lettres étaient acheminées, toute l'armée Oui, non, c'était la Croix-Rouge. Mais c'était un process organisé. La Croix-Rouge, ça remonte à la bataille de... Solferino. Merci, tout à fait. C'est Solferino. Donc c'est Deuxième Empire, ou Troisième Empire, enfin. Donc la Croix-Rouge est organisée, et vous avez des Suisses qui vont visiter les camps de prisonniers en Allemagne. Mais pas les camps d'extermination, non. Pas les camps de prisonniers de guerre. Non, parce que ça, ce sont les camps de déportés ratio. Et ça n'entre pas dans la Convention de Genève. Il y a un gap. Ah, il y avait un gap énorme. Un gap énorme. Donc, on peut dire globalement que, effectivement, les prisonniers de guerre en Allemagne étaient occidentaux, parce que les Russes, c'est encore une autre histoire. Les Russes et les Polonais, ça mérite un traitement à part. Mais en tout cas, en vous rappelant que les Russes n'avaient pas signé la Convention de Genève. Ce qui explique que l'armée, la Wehrmacht, a autorisé un traitement différent des prisonniers russes. Mais les Français qui avaient signé la Convention de Genève, ils ont été traités, on va dire, convenablement, entre guillemets. Ouais. Alors que les déportés ratio, on sait tous ce qui est arrivé. Quoi. Et eux, ils n'avaient aucune protection. Aucune. Et les Russes... Alors les Polonais, je ne sais pas s'ils ont traité le moment. On s'éloigne un peu, mais... Non, mais moi, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est de projeter des gens ordinaires dans une histoire extraordinaire, parce que l'histoire est extraordinaire, quoi, et puis avec une visibilité très faible. Qu'est-ce qu'on pouvait savoir? Et là-dedans, le beau-frère de Jean, ça c'est aussi un personnage, lui il mériterait un bouquin à lui tout ça, mais bon, après moi mes personnages, je n'ai pas pu tous les développer, mais j'en parle quand même, parce que c'est un gars extraordinaire. Henri Abraham, il est prof de philo, et brillant. Hein, je ne sais pas s'il a pas fait normal sup, etc. Enfin bon, c'est un prof de très bon niveau, et il est prof de philo au lycée français d'Alexandrie. C'est un tout petit bonhomme, il fait 1m54, même à l'époque c'était pas grand. En 1938, quand Hitler menace les Sudètes de Tchécoslovaquie et que la guerre paraît proche, Henri Abraham rentre en France pour se battre. Alors qu'il était tranquille, il est juif, hein, il s'appelle Henri Abraham, il rentre en France pour se battre, il va voir l'armée, il dit « je veux m'engager ». Et il n'était pas tout jeune, hein, il avait au moins une quarantaine déjà. Bon, et le gars il dit « attends, excuse-moi, 1m54, ça ne le fait pas, quoi, hein. Ils auraient pu foutre dans un sous-marin. Bref, ils ne le prennent pas. Et le gars avait lu Mein Kampf. Et il écrit à sa femme, il dit « j'ai lu Mein Kampf, je sais ce qui va se passer, il faut qu'on soit là pour se battre ». C'est énorme quand même. Et il fait rentrer sa famille d'Alexandrie en France, en ayant quand même pris une précaution. Il fallait quand même... il leur a tous fourni, il leur a tous trouvé des certificats de baptême. Ce qui fait que Georges n'a pas été exclu de l'université, contrairement à son cousin. Et il va travailler dans l'ombre à Nice pour sauver des enfants, etc. Et ensuite il va à Lyon où il participe à des réseaux de résistance. Mais bon, des gars comme ça qui avaient cette clairvoyance, il y en avait très très peu. Très très peu. Mais vous dites avec un certificat de baptême, même avec la nationalité, enfin, en étant nés juifs, ils ont été épargnés? Oui. Ben, il fallait plusieurs conditions. Un, il ne fallait pas être circoncis. La circoncision, c'était quand même pas terrible. Hein. Même avec un certificat de baptême, vous pouviez dire que vous étiez musulman, mais bon,
Avec un nom comme Abraham, c'est pas évident. Donc, il ne fallait pas être circoncis, et oui, il fallait avoir des certificats de baptême, si on voulait être tranquille. Ah, c'était une période compliquée. À Nice, quand ils raflent tous les juifs de Nice, le 9 septembre, et les 9, 10, 12, 13 septembre, etc., ils rassemblent tous les juifs à la synagogue, ils mettent les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Les hommes, il y a l'examen du pantalon, et les femmes, c'est les certificats de baptême. Et tous ceux qui ne sont pas, entre guillemets, en règle, dans le train. Il y a à peu près 3000 personnes qui sont parties sans retour dans ce mois de septembre-octobre. Et dans la zone occupée, le certificat de baptême, ça ne servait pas. Si. Même au Veldiv et tout, ceux qui avaient un certificat de baptême ont pu... Veldiv, c'est compliqué, parce que le Veldiv, je vous rappelle encore une fois, c'est en 1942, c'est la police française, et ce sont des réfugiés et des apatrides qu'on déporte. Ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Juifs français. C'est pour ça que la population a dit, bon débarras, on les envoie en Allemagne pour travailler. Enfin, quand je dis la population, une partie de la population. Après, à cette époque-là, ils avaient déjà le port obligatoire de l'étoile jaune. Le problème, si vous voulez, c'est que si vous vouliez des cartes d'alimentation, il fallait vous déclarer. Si vous ne vous déclariez pas, vous n'aviez pas de carte d'alimentation. Et là, vous aviez le tampon juif. Et là, c'était terminé. Vous étiez sur le listing, et les policiers, ils avaient leur listing avec les adresses, et ils sont allés frapper aux portes. Donc c'était un piège. Mais bien peu ont eu la clairvoyance de ne pas se faire enregistrer, parce qu'il fallait manger. Comment vous faites pour manger sans carte d'alimentation si vous n'avez pas de moyens? Parce que dans ce cas-là, il faut vous alimenter au marché noir. Mais les prix au marché noir, c'est 5-6 fois les prix au ticket. Donc ça ne fonctionne pas, les gens n'étaient pas riches, enfin la plupart des réfugiés n'étaient pas riches. Donc c'était un piège complet. Tout ça nous éloigne de la montagne. Ouais, mais c'est un livre de montagne. C'est un livre d'aventure aussi. C'est un livre d'aventure, ouais, c'est sûr. Aussi, ouais. Non, franchement, il se passe des trucs, mais c'est ça qui est extraordinaire. Au départ, d'ailleurs, moi, j'avais cette crainte. Parce que, moi, je trouvais que le thème de le maquis en famille, je trouvais ça intéressant. Ça n'avait jamais été traité. Je me suis dit, tiens... maquis juif en famille, ça n'a pas été souvent traité. Voilà, donc je me suis dit, tiens, là, il y a un truc, c'est intéressant. Mais j'avais une autre ambition, c'était de peindre mon tableau, pas avec du blanc et du noir, mais aussi avec du gris, du jaune, enfin de restituer un peu toutes les nuances. Et au départ, cette famille, elle était un peu trop idéale, honnêtement. Des juifs laïcs, légion d'honneur, et c'est vrai qu'honnêtement, ils sont assez impeccables entre nous, ils sont plutôt bien. Je me suis dit, merde, excusez-moi l'expression, ça va être chiant, quoi. Moi, je voulais pas faire une histoire de héros, et je tombe sur des gens impeccables, qui ont pris à peu près tous les bons choix. Sauf que ce n'était pas vraiment des chefs de guerre, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui ont tiré les coups de fusil là-dedans. Mais en dehors de ça, ils ont une conduite à peu près irréprochable. Donc je me suis dit, ça va être ennuyeux à mourir mon affaire. Et puis c'était pas mon objectif, moi je voulais parler de la vraie vie, quoi. Sauf qu'en creusant, bah ouais, j'ai trouvé des choses qui étaient quand même... Et alors c'est drôle, enfin c'est drôle, si c'est drôle. Donc je vous disais que la famille ne voulait pas croire à certains événements. Moi j'ai prouvé que dans ces événements, il y avait un ami de la famille qui a été mêlé à ces exécutions. Un ami de la famille. Et Jean, qui est un des fils, me dit, mais ce gars-là, il était à mon mariage. Donc pour eux, c'est vraiment un ami de la famille, quoi. Et moi, j'ai démontré par A plus B que ce personnage X, il est au minimum trouble et probablement un vrai salopard. T'as semé la zizanie, quoi. Hein? Et alors, c'était la grande discussion dans la famille, c'est de dire, mais comment est-ce possible, Babar? Et Babar, on l'a... Parce que c'est son autre code.
on l'a côtoyé pendant des décennies, quoi. Non, c'est pas possible, Gérard, tu vas te tromper. Et il y a un vieux, le petit frère de Simone, que je suis allé voir, dans sa retraite de Saint-Martin-de-Vésubie, et qui m'a dit, oui, tu as raison, Gérard. Mon père m'a dit que c'était un salopard. Et alors, donc je suis retourné voir les autres, les cousins, les petits cousins, et je dis, Sissou a dit que Babar est un salopard. Ah, si Sissou dit hein, t'as pas autre chose? Je dis non. Mais bon, je suis sûr de mon coup, hein, honnêtement, je suis sûr de mon coup. Et ce week-end, donc, réunion de famille, enfin de leur famille, je laisse rapporter, et ils me disent, tu sais quoi? Et je dis non, je sais pas. Ils disent, on a retrouvé une lettre de Babar. Parce que les éléments sur Babar, ils sont très tenus. Hein. Moi, j'ai une photo de lui, c'est surtout des recoupements. Et il me dit, qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre? Elle me dit, elle est écrite en 1956. Et en fait, il dit, et c'est une lettre à Eva, donc la fille de Jean, et il dit, voilà Eva, ça fait 12 ans que je ne t'ai pas vue, donc depuis la guerre. Donc c'est intéressant, ils avaient coupé les ponts quand même. J'aimerais bien te revoir, mais ce ne sera pas à Alos, parce que j'ai encore trop d'ennemis là-bas. Et donc mon hypothèse était la bonne. Bon, on va s'arrêter là-dessus, pour pas que tout donner, tous les éléments aux futurs lecteurs. Là, il faut organiser, parce que je vous ai donné par petit bout. En tout cas, merci beaucoup. Merci Laurent, merci à vous. C'est un super livre d'aventure qui nous change un peu de nos héros à nous.